Bonjour Faye, Bonjour Virginie. je suis ravie de te recevoir au micro de Bliss. Je suis très angoissée aussi puisque c'est une première pour moi. Donc je vais te donner la parole tout de suite et te laisser te présenter, comme le dit Clémentine, de la manière dont tu le souhaites. Je m'appelle Faye, j'ai 38 ans. Mon conjoint s'appelle Steve. On habite en Vendée. On a 3 enfants, donc Harry, notre aîné, qui a 5 ans. Tommy, notre cadet, qui a 4 ans. Et Maggie, la petite dernière, qui a 2 ans. Ok, Voilà. super. On va commencer par le commencement de votre histoire avec Steve. Mais c'est très rigolo. Steve, on s'est rencontrés au collège. C'était c'était un peu l'amoureux du collège. On a été un peu en amourette pendant toutes nos années collège. Quelle classe? Dès la 6e. Hein. Ah ouais. Ouais, dès la 6e, ça a commencé. Le crush du collège. Carrément. Ok. Ouais, exactement. C'est le drôle. Crush du collège, c'est exactement ça. Et après, la vie a fait que on s'est perdu de vue. Il est parti faire ses études ailleurs, et puis moi aussi. Et en fait, on se recroisait de temps en temps par des connaissances communes, notamment nos sœurs, qui, elles, étaient copines. Ok. Et c'est vrai que j'avais toujours ces petits papillons, tu sais, quand je le croisais, que je lui disais bonjour, il y avait toujours le petit côté... Ah ouais, on était t'avais amoureux, gardé un petit attachement particulier pour lui. C'est un garçon que j'aimais bien et j'avais le smile. Là, t'avais quel âge à peu près? J'étais vingtaine. quand même... Ouais. Ok. Ouais. Donc, t'avais eu même des un peu plus tard, parce que histoires, tu vois, on a réenclenché à nos 25 ans, 24-25 ans. Ah oui. J'étais déjà en couple, mais ça se passait pas très bien. Ok. Donc, en fait... T'étais contente de voir Steve. Ouais. C'était un peu le rayon de soleil, quoi. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, les frangines sont allées faire les messagères. Et puis voilà, les choses se sont réenclenchées. Et donc, j'ai quitté la personne avec laquelle j'étais, avec qui ça se passait pas bien du tout. Et on s'est retrouvés, en fait. Et depuis, on s'est plus quittés. Puis on se quittera jamais. J'espère. C'est beau. Ne jamais Donc, dire ça jamais, fait mais, plus d'une dizaine d'années que vous êtes ensemble. Tout à fait. Belle histoire. Ouais. Et donc, l'envie d'avoir des enfants est arrivée vite ou vous avez passé un moment comme ça, vu que vous vous connaissiez déjà depuis longtemps? Ouais. Est-ce que vous avez tenu à profiter un petit peu Eh avant le grand saut? Écoute, on a dû attendre 2 ans. Puis voilà, on s'est dit go, on Ok. essaye. Et alors, vous avez essayé? On a essayé longtemps. Ouais. Ouais, on a essayé longtemps. C'est d'ailleurs bien qu'on ait commencé pas trop tard en soi, parce que on a eu un long parcours de PMA pour avoir notre aîné notamment. On a mis 6 ans à avoir Harry. Oui, long parcours, ouais. Ouais, long parcours, semé d'embûches. En fait, au début, il y a tous les examens qui vont bien pour savoir si les voyants sont au rouge quelque part, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et puis, moi, on m'a diagnostiqué un SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Mais en soi, sinon, il n'y avait pas de problématique particulière, pas de trompe bouchée, pas... Voilà. Donc, on a fait tous les examens nécessaires, ce qui était... c'était une période difficile, pour être honnête, parce que je trouve que ça... on a cette envie pressante d'avoir un enfant et ça génère du stress. Je suis quand même de nature assez anxieuse. D'accord. Et du coup, c'est toujours la peur du résultat, un peu un sentiment aussi de culpabilité qui s'installe parce qu'en fait, on se dit qu'on n'arrive pas à donner la vie. Et en plus, 6 ans, c'est quand même extrêmement long. Ouais. Avec, donc, tu disais un parcours semé d'embûches. Ouais. Et donc, finalement, après 3 fausses couches, ça a été compliqué. Et donc, paf, Harry a fini par arriver. Il s'est accroché, bien accroché. Pour autant, j'étais toujours dans une posture d'anxiété parce que 3 fausses couches avant. 3 fausses couches. Concrètement, je me suis dit, je vais être détendue au moment où j'aurai mon bébé dans les bras. Bien sûr. Bon, je savais pas que ça allait être le début d'autre chose après, puisqu'on est toujours un peu anxieux pour ses enfants. Mais oui, effectivement, j'étais soulagée, voilà. Tu te souviens de la première écho ou Ouais, je me souviens de tout. C'était des moments magiques, en fait. On s'interdit presque d'y croire, mais en même temps, on a quand même les larmes qui coulent et on se dit... trop chouette, quoi. La première écho, oui, tu souffres déjà un peu plus, j'imagine. Ouais. Tout allait bien, il n'y avait pas eu de saignement, de choses, tu sais. Mais t'es sur le qui-vive, t'es au taquet. Et du coup, effectivement, quand cette première étape où on te dit que normalement, quand même un gros pourcentage de risque pour la grossesse qui est écarté, et derrière. Donc, voilà. Et tu étais malade? Non. Ah, ça, c'est bien. J'étais pas malade. La chance. Non. Ouais, j'ai jamais été malade. J'ai beaucoup aimé, si ce n'est l'anxiété, comme je te disais, j'ai beaucoup aimé être enceinte. Oui. Ça a été vraiment un plaisir de voir ce corps changer.
puis d'avoir ce que tu as attendu en fait depuis des années, quoi. C'est ça, je pense, pour avoir un parcours un petit peu chaotique aussi, que on saisit davantage la chance que c'est, et que c'est pas naturel, que c'est pas donné à tout le monde, et que c'est une grande chance, et donc je pense que c'est peut-être décuplé. Exact. Par rapport à quelqu'un qui n'a pas eu d'embûche et qui a eu rapidement un bébé. Ouais, c'est ça. Effectivement, T'as ça a une ressenti saveur ça, différente. ouais. Complètement. Donc un bonheur, donc une grossesse anxieuse, mais somme toute agréable. Ouais, tout à fait. Et donc la rencontre avec Harry. Bah, incroyable. Ouais. Incroyable. Tu le regardes sous tous les angles, t'oses même pas fermer les yeux, tu l'as dans les bras en permanence. J'ai eu la chance de pouvoir allaiter, donc non, c'était chouette, ces premiers pas dans la maternité. Et puis le retour à la maison. Ouais, le retour à la maison, grosse étape aussi. Heureuse, un peu anxieuse aussi, parce que quand on est lâché, parfois, on n'a plus l'équipe médicale autour. Et, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu déstabilisant. On est hyper heureux de rentrer, et en même temps... faut se faire confiance. Prendre ses marques, rentrer à la maison. C'est vrai qu'on se sent un peu perdu, déboussolé. C'est l'inconnu, quoi. Oui. Vous avez dormi un petit peu avec lui, ou vous l'avez... Beaucoup. Oui. Beaucoup. On a fait du cododo. C'était plus facile... par rapport à l'allaitement. Ouais. Donc, combien de temps ? Longtemps. Très longtemps. Je te juge pas, moi aussi. Ouais, non. Il y avait le petit lit à côté de notre lit, et ça a duré longtemps aussi. Donc aucun jugement. Toujours, je pense, ce besoin de garder un peu l'œil dessus, tu sais. Donc, maman, moi, je pense on peut appeler ça le maternage proximal, je crois. C'est vrai qu'il y avait ce terme à un moment qui était très à la mode. C'est beaucoup à le porter, allaiter. Enfin, j'ai eu des allaitements tardifs, en fait, longs, dans le sens où, en fait, Harry, je l'ai allaité jusqu'à ce que mon corps arrête de produire du lait, parce que je suis tombée enceinte, donc de Tommy. D'accord. Mais oui, il a dormi avec nous, cododo, portage. Enfin, j'étais c'était mon petit koala, quoi. J'en ai profité, quoi. Et tu travaillais, toi, à cette époque Est-ce que tu as repris Non, tu as pu rester. J'ai profité de lui pendant un an. Et puis après, j'ai retrouvé un boulot après le Covid, en fait. Ok. J'ai retrouvé un job. Et donc, Harry a démarré et rentré à la crèche. Ok. Ouais. Donc, tu reprends le boulot, Harry est à la crèche, et à quel moment arrive l'envie d'un deuxième bébé ? En fait, l'envie, elle n'a pas eu le temps d'arriver, parce que si tu veux, j'ai commencé avant mon job, et au bout de 15 jours, en fait, je me sentais pas top. Ah oui, t'as senti des symptômes je me suis dit, bon, quand même, je dis à Steve, va m'acheter un test de grossesse. Je te jure, je me revois. Steve était en train de réceptionner un colis, il était en train de parler au livreur par la fenêtre. Là, Harry avait quel âge ? Harry, du coup, il avait même pas un an, en fait. Parce que je l'ai su en juin, et tu vois, il est début juillet. Ah oui. Et en fait, là, c'est particulier parce que c'est la première fois que je tombais enceinte naturellement. Oui. Donc, en fait, on était trop heureux. On n'en revenait pas. On se disait, effectivement, je sais pas combien de tests de grossesse. Et puis, tu te dis, mais ton corps, il marche, en fait. Il a donné la vie tout seul. T'y crois pas, quoi. Tu te dis, c'est fou. J'ai pas réussi pendant 6 ans à tomber enceinte. Et là... Alors que vous ne l'espériez pas forcément à ce moment-là. Non, puis... on souhaitait avoir d'autres enfants. Pour autant, vu le parcours difficile, je sais pas si j'aurais été capable de redémarrer tout ça. Toutes ces injections, ces allers-retours au CHU, c'est tellement difficile, en fait. C'est énergivore, c'est décevant aussi, souvent. Je trouve que pour le corps, tous ces traitements qu'on nous injecte, Mais bon, c'est grâce à ça que j'ai eu Harry aussi. Sûr. Mais je sais pas, j'aurais pas forcément été capable, et là la question c'est pas posée. Donc c'est une chance finalement. Donc il y a le livreur dehors et toi tu sors avec ton test. Je regarde Steve et je dis waouh. Et trop cool, quoi. Génial. Et donc début de grossesse. Les premières grossesses surtout, là je travaillais pas, je pouvais me reposer. Là, quand tu as un enfant qui a même pas 1 an à l'époque à gérer, et voilà, pour le coup, tout change. Tout change, il y a moins de repos. Donc, assez fatiguée, je bossais du coup. En plus ? Ouais, et j'ai rapidement arrêté, en fait, parce que, tu vois, j'ai embauché en juin, et fin septembre, le médecin m'a arrêté parce que j'étais limite en termes de
Je suis tellement anxieuse que des fois, je peux vite basculer au niveau de la tension. Okay. Je peux avoir un peu trop de tension. Okay. Donc voilà, il m'a vite arrêtée en fait. Il m'a dit, là, il va falloir que vous reposiez. Il faut faire des choix dans la vie. Vous avez tellement eu de mal à avoir ces enfants que vous avez la chance d'être enceinte. Il faut savoir se poser. J'ai repoussé un petit peu, tu sais, la culpabilité de te dire, attends, on m'a fait confiance. En plus, tu viens d'entrer dans le job. Oui, je comprends. Et donc, j'ai arrêté. Je me suis reposée un petit peu. Ça s'est à peu près bien passé. Je dis à peu près parce que j'ai connu quelques mois après le décès d'une personne assez importante pour moi. J'ai perdu ma grand-mère pendant la grossesse de Tommy et ça m'a beaucoup affecté. Ça a été difficile. Tu vois, elle est partie en décembre et puis Tommy est arrivé le 5 février. Ah oui, donc vraiment en fin de grossesse. Ouais. Donc la fin de grossesse a été un peu empreinte de chagrin. Ouais, c'est ça. Mais après, quand même, après le départ est arrivé la ça. Vie. C'est fou, donc, hein. j'entends souvent ça. Quand il y a un départ, il y a une arrivée. Et c'est Tommy qui est venu nous combler de joie et agrandir la famille. Et donc, la rencontre avec Tommy, pareil, explosion de bonheur. Tout s'est bien passé, l'accouchement. Tout s'est bien passé. Non, tout s'est très bien passé. Accouchement impeccable. Enfin, non, très, très bien. RAS, quoi. Ok. Ouais. Et donc, les premiers temps à la maison, comment ça se passe ? Toi, tu décides de reprendre le boulot ou pas ? Alors, en fait, très rapidement, je voyais le compteur tourner et en fait, je me voyais pas reprendre. Parce que j'ai eu un postpartum un peu compliqué. J'ai eu, si tu veux, 2-3 jours après avoir accouché, j'ai commencé à avoir de la fièvre. Donc, je suis retournée à l'hôpital. J'ai été hospitalisée pendant 2-3 jours. Ah oui ? Avec Tommy, du coup, parce que du coup, je l'allaitais. Ah oui. Et le temps de faire des recherches. Et il s'est avéré que ce serait le cytomégalovirus qui s'est réactivé. Okay. Ils ont jugé que je l'avais déjà eu. Et vu la grosse fatigue que j'avais subie avec l'accouchement, il se serait réactivé. Donc bon. Puis, ça en est suivi. Donc cet épisode-là s'est apaisé. Et puis, j'ai fait un engorgement, une mastite. Donc, j'avais 42 fièvres. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, donc, t'as eu vraiment... j'ai enchaîné 2 épisodes. Puis les mastites, en plus de la fièvre, c'est extrêmement douloureux. Ouais, super mal. C'est vraiment très, très douloureux. Mais écoute, j'ai tenu bon et je suis contente parce que j'étais... T'as réussi à l'allaiter aussi longtemps que tu le voulais. Ouais, j'étais forte de mon expérience d'allaitement avec Harry et donc j'étais déterminée malgré la souffrance sur ma volonté de continuer à allaiter Tommy et je suis contente, je suis passée outre, c'était pas simple. Et voilà, donc le médecin assez rapidement m'a dit de toute façon, vu la fatigue que vous avez, vous n'allez pas pouvoir reprendre en fait après votre congé mat. Il va falloir vous poser, vous reposer. Il est bien ce médecin. Il est super. Ouais. Donc du coup, voilà, j'ai commencé à échanger un petit peu avec ma responsable. J'ai fait le point avec Steve parce que financièrement, il faut aussi tout calculer, se dire bon, ok, c'est quand même un engagement de se dire. On arrête de bosser, mais finalement, ça veut dire que potentiellement, on met pas les enfants à la crèche aussi. Ça veut dire que je profite d'eux, je suis là. Donc, en fait, on a tout mis sur la table et finalement, j'ai écouté mon instinct et Steve m'a suivi là-dedans et c'est chouette. On est vraiment un binôme là-dessus. On en discutera par la suite, mais ça, là-dessus, j'ai de la chance. Il me soutient, on se soutient mutuellement et je trouve que c'est hyper important. Donc go, pas de crèche pour Tommy. Et puis du coup... Cododo aussi. Donc, tu avais les deux dans la chambre. Oh, puis cododo très tardivement. Alors, oui. Vous avez gardé Harry. Oui, j'avais Harry dans son lit. Une place à côté. Et Tommy en cododo avec son petit... c'était folklore. C'était la colo. Mais c'est des bons souvenirs, j'imagine. Ouais. Donc... les premiers mois se passent bien. Tout se passe bien. Voilà, Tommy, un petit garçon épanoui. Il grandit comment ? Il grandit bien, à son rythme. On va dire à son rythme. On a marché toujours, j'allais dire très jeune chez nous, mais tu vois, moi j'ai marché à 9 mois. Ah oui, c'est très jeune. Oui. Harry a marché à 1 an. Enfin, j'avais en tête un peu cette norme, même si je n'aime pas le mot norme. J'aime pas la normalité, je déteste. Mais dans la tête, tu te dis, bon, ton enfant, normalement, est censé marcher autour d'1 an. Tommy a traîné.
il s'est mis à marcher, je m'en souviens très bien, on était à Center Park et là, paf, il se lève sur la terrasse face aux daims dehors, enfin incroyable quoi, la scène magique. C'est trop beau. J'ai pris une photo, c'était... si tu veux, il se mettait debout, il longeait les canapés, les tables, tout ça, mais... Il se lâchait pas. Ouais, il a fait du quatre pattes, le ventre, pas de quatre pattes non plus. Hein. Écoute, je réfléchis, mais c'était pas tant que ça en fait. Non. Moi, je suis un peu passée par les mêmes étapes avec mon aîné, qui a des traits semblables avec ton fils. Et il n'a pas fait de quatre pattes non plus. Alors lui, il roulait sur lui-même pour se déplacer, comme Stéphane Echer dans son clip, tu sais. Ouais. Et donc, il roulait comme ça et il n'a jamais fait de quatre pattes non plus. Et il a marché tard aussi. C'était sa stratégie, quoi. Ouais, il s'est déplacé comme ça, incroyable. En roulant. Non, maintenant tu le dis, je pense qu'effectivement, il n'a pas fait de quatre pattes. Ouais. C'est pour ça que je te pose la question, parce que... tu sais, il se montait. Il se hissait un petit peu. Ouais, exact, sur un support. Oui. Et puis voilà, 18 mois, enfin, il s'est lancé, il s'est fait confiance, en fait. Ouais. Je pense que c'est vraiment le sentiment que j'avais, c'était... Oui, qu'il n'avait pas confiance en lui pour se lancer. Ouais, exactement. Toi, tu t'es posé aucune question à ce moment-là. Il n'y avait pas du tout d'autres signes. Il regardait dans les yeux. Il regardait là où tu pointais. Parce que ça, je sais que c'est un signe qui peut apparaître assez tôt. Ouais. Donc vraiment développement classique. Ouais. J'avais peut-être pas le regard aussi affûté que maintenant. Mais oui, en fait, quand tu recoupes après les choses, tu dis peut-être que il a commencé 18 mois, il s'est mis à marcher, mais il a aussi commencé à présenter un peu des troubles de l'oralité. Au niveau de l'alimentation, c'était compliqué. Il refusait de manger ses pots, ce qu'on lui donnait. Et jusque-là non, ça allait très bien. Ok, donc vraiment à 18 mois, il y a eu... Ouais, il y a eu quelque chose. Et je me suis culpabilisée un petit peu à ce moment-là, parce que 18 mois, c'est aussi le moment où je suis tombée enceinte de Maggie. D'accord. Donc l'allaitement, la production de lait s'est arrêtée. Et je me dis, vu que je ne l'ai pas vu venir, je n'ai pas eu le temps de le préparer à ça. Après, voilà, j'ai été rassurée par des professionnels qui m'ont dit, mais non, mais ça n'a rien à voir avec vous. Puis on le sait, voilà, il y a... L'autisme, ça, on est avec, donc il n'y a pas ça de... se développe pas. Voilà. Mais tu sais, tu as cette culpabilité de te dire, mince, d'un coup, il se met plus à manger, et puis voilà, donc je maintenais quand même des tétés un peu câlins, pour pas, mais il y avait plus de lait. Il y avait plus de lait. Le corps était occupé à à produire la vie, enfant, donc il pouvait pas. Donc Tommy se met à marcher, il commence à présenter des troubles de l'oralité. Je continue à faire mes rendez-vous médicaux, tu sais, un peu mensuels, où tu fais contrôler ton enfant. Et là, le médecin me dit, bon, il parle toujours pas. Et je dis, non, il parle pas. Donc, on se dit, pas du tout. Non. Pas de babillage. Vite fait. Ouais, ok. Mais pas plus, quoi. Ok. Et en fait, il faisait beaucoup d'otite. Donc, le médecin, dans un premier temps, on s'est dit, bon, s'il parle pas, c'est peut-être qu'il entend pas, en fait. Un enfant qui a des otites en manière continue, finalement, il entend comme s'il avait la tête sous l'eau dans un bain. Donc, pour reproduire les sons, compliqué. Donc, il se fait opérer au mois de décembre. Il a une pose de diabolo, des aérateurs tympaniques, transtympaniques, où du coup... pour l'aider. Ça permet d'écouler. Donc, suite à ça, ça c'était en décembre. Et puis vient le rendez-vous de ses 2 ans, donc le 5 février. J'étais toujours enceinte de Maggie. Et là, on fait le point et elle me dit, suite à l'opération, alors je dis non, il est peut-être moins, on va dire, entre guillemets, dans sa bulle. C'est-à-dire que... Il répondait à son prénom, il tournait la tête. Pas spécialement. Non. Et tu sentais qu'au niveau des interactions, même avec nos proches, c'était pas facile. Je revois un Noël, ce Noël-là, de ce mois de décembre, où il s'est fait opérer. Il était un petit peu fatigué, il a beaucoup pleuré, il a fini par s'endormir. Et puis, quand le Noël était chez nous, quand il s'est réveillé, il y avait tout ce monde et beaucoup de gêne, en fait. C'était trop pour lui à l'époque. Tu vois, maintenant, je le vois avec ce regard-là. Une crise ou... Ouais, c'était too much. Et en fait, il a pu ouvrir ses cadeaux et profiter de ses jouets quand tout le monde est parti à 1h30 du mat. Et il a, du coup, on a tout de suite perçu le changement de comportement, comme s'il était apaisé que tout le monde soit parti de la maison, quoi. C'était...
C'était trop pour lui. Trop d'informations autour de lui, de bruit, trop de présence. la petite musique de Noël, et puis d'intérêt, parce qu'en général, les gens s'intéressent aux enfants en bas âge comme ça. Donc, c'est ça. Ouais. Donc là, tu sentais que c'était trop pour lui. Et donc est arrivé son rendez-vous des 2 ans. Et c'est là que, on va dire, tout a démarré. Elle nous dit... très bienveillante, hein, elle est super. C'est une médecin généraliste et elle a une mention complémentaire pour les enfants et pour le neurodéveloppement. Ah bien. Donc ça c'est très important parce que je trouve que dans tout ce parcours-là que je vais t'expliquer, la chance qu'on a eue, c'est d'avoir un diagnostic précoce pour Tommy. Oui, c'est ça. C'est vraiment, il est chance. petit. Oui. Ouais. Donc, on aurait pu s'en rendre compte à l'école. Et puis, t'es peut-être pas passé, t'as peut-être pas eu les gens qui t'ont dit « Mais madame, c'est parce que vous vous inquiétez trop qu'il est comme ça. » Bien sûr, je crois qu'on l'a tous eu. Ça aurait pu. Oui. Donc, oui, t'es tombée sur la bonne personne immédiatement. Elle m'a dit « Écoutez, au pire, on fait pour rien, mais on fait. » Donc, elle t'a dirigé vers quoi, le CRA une PCO, plateforme de coordination d'orientation. Il s'occupe de faire du diagnostic précoce. Oui, maintenant, je crois que ça passe par pour faire le tri avant d'envoyer au CRA, il me semble. Ouais, je pense que c'est une manière de filtrer parce qu'il y a une commission en amont. Oui. Donc, elle nous a fait remplir un document qu'elle a elle-même rempli. C'est parti à la PCO. La PCO nous a appelés. On a eu un échange d'1 heure où on balaye tout, en fait, sur le développement de notre enfant. Beaucoup de questions. C'est une mise à nu quand même. Hein. Je trouve ça hyper intrusif comme... nous, sur votre mode de fonctionnement, sur les finances de la famille, sans doute pour mesurer le stress au sein du foyer. Forcément, on te demande si tu as bu, fumé pendant ta grossesse. Moi, c'est des questions qui me font rire parce que du coup, quand tu galères 6 ans à avoir ton premier enfant, tu bois pas et tu fumes pas c'est évident. Quand tu galères, tu vois, même pas, je prenais de risques en fait. Donc, mais oui, une mise à nu et ce n'était que la première d'une longue série, puisque après, suite à ça, donc Tommy est passé en commission. On nous a parlé effectivement de possibilités TSA. Mais on restait en commission, ça veut dire qu'il a vu des professionnels non, par rapport à nos dires pour l'instant. Ok. Parce qu'il avait quoi, 2 ans. Ils nous ont orientés vers une psychomotricienne en nous disant il va falloir faire un bilan psychomote. Ils nous ont demandé de contacter une orthophoniste. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Et ils nous ont mis à disposition, ils nous ont fait intervenir au domicile, et ça a été une très, très belle rencontre. Une personne qui s'appelle Karine, c'est une éducatrice spécialisée. Elle est bardée de diplômes et de compétences en autisme. Et elle est venue 12 séances à la maison. D'accord. Faire des activités avec Tommy. Stimuler Tommy, du coup remplir, elle, de son côté, une grille. Est-ce que c'est le SDM ? J'ai un doute. C'est un document un peu technique qui permet d'évaluer le développement de l'enfant, les compétences, par rapport aux compétences attendues à son âge, où il en est. En fait, c'est histoire de faire le point. Et tu vois, c'est quelqu'un qui nous a tellement apporté. Elle est passionnée. Et je trouve que pour les familles, c'est une chance inouïe parce que moi, je te dis qu'en termes de connaissances, je l'ai ponctionné à chaque séance. Je lui posais plein de questions. C'est difficile de trouver les informations. Très difficile. Hyper difficile parce que les spécialistes ne parlent pas forcément. Quand on pose les questions, parfois, on a l'impression de les emmerder. Il faut dire ce qui est. Sur Internet, on trouve de tout et n'importe quoi. On ne sait pas vers qui se tourner, donc c'est assez difficile. Et toi, donc, tu as eu la chance... de tomber sur une Karine. Donc, ils ont pu poser le diagnostic ou pas encore ? En fait, si. On a vu la pédiatre du CAMS. Elle nous a reçu en rendez-vous. Elle nous a beaucoup questionné sur Tommy. Il était avec nous au rendez-vous. Et puis, on a vu aussi une psy. Et à l'issue, donc c'est l'ADI-ADOS, tu sais, c'est 2 rendez-vous où il y en a un vraiment d'observation de l'enfant. Donc, ça, c'est grâce au document de Karine, ça a permis de nourrir cette partie-là. Et l'autre partie, c'est vraiment du questionnement autour que les parents témoignent un petit peu du développement de l'enfant. Donc, on a fait tout ça. Et le 23 octobre donc, il a quel âge, là ? C'est en 2023, c'est l'année encore de ses 2 ans. De ses 2 ans, d'accord. Donc, c'est quelques mois après le rendez-vous parce que chez tu vois, février 2023 à ses 2 ans, suspicion, diagnostic en octobre 2023. Donc, très rapide. Très rapide, on a de la chance parce que... Je le dis ici, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui sont en difficulté, ne serait-ce que pour trouver des professionnels. Il y a une forme d'errance médicale. Les parents ne sont pas toujours écoutés. Moi, je sais que c'est une chose que le médecin m'a dit. Elle m'a dit, vous savez, moi, j'écoute beaucoup les parents parce que c'est eux qui connaissent leur enfant.
Et quand il n'y a pas de doute, c'est formidable de c'est voir génial. les choses comme ça. C'est génial. Elle sait qu'au quotidien, c'est pas sur un rendez-vous de 15 minutes. Donc, non, c'est chouette. Et normalement, donc, c'est bien plus long, ne serait-ce que pour avoir le premier rendez-vous. Mais alors, je crois que quand ils sont tout petits comme ça, ils sont prioritaires quand même. Il me semble que, me souvenir de ça, ils les font passer en dessous de 6 ans, vu qu'on peut encore mettre des choses en place et tout ça. Ils parlent de plasticité cérébrale. C'est 6 ans, c'est ça. Ouais. Ils priorisent quand même. C'est vrai que moi, tu vois, l'orthophoniste, j'ai dû en appeler à une bonne dizaine. Et je me souviens de Magali qui m'a recontactée en me disant je vais essayer de squeezer Tommy et de lui trouver un rendez-vous dans mon agenda parce qu'il est tout jeune. Il est petit, et ils savent très bien qu'il y a une rentrée scolaire qui va se profiler. Il y a, voilà, donc, et effectivement, comme tu dis, c'est maintenant qu'il y a possibilité de faire bouger les choses. Et donc voilà, donc diagnostic en octobre 2023. Posé, donc le diagnostic, c'est trouble du spectre autistique. Ouais. Tu te doutes du diagnostic qui va tomber, tu l'attends, tu es dans quel état d'esprit quand tu vois? Parce que je me voile un peu la face, en fait. Je pense que je me dis, ça peut être autre chose, C'est pas sûr, en fait. C'est pas sûr. J'essaye de stimuler mon fils un maximum. Je vois qu'il a des compétences, qu'il fait plein de choses et j'y connais rien, en fait, encore. Je commence à me nourrir un petit peu de sujets parce que quand on te parle de ça, tu te sens complètement abasourdi et en fait, je suis quelqu'un, j'aime être dans la maîtrise, ça me rassure en fait. Dans l'action. Dans l'action. Et puis je me dis, ok, il va falloir que tu t'armes pour pouvoir aider ton fils potentiellement. Donc là, commence à engranger de l'info et de la connaissance. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je commence à questionner beaucoup, déjà à l'époque, les professionnels qui l'entourent. Et le diagnostic... tu le reçois comment? C'est compliqué parce que c'est un mélange. Je trouve que c'est vraiment un tsunami émotionnel. Steve et moi fonctionnons complètement différemment. Steve, vraiment soulagement. On le savait, c'est qu'une confirmation. Ça confirme. Moi, c'est mon anxiété fait que tu as tout ce questionnement en fait inhérent au handicap qui tu te poses des questions sur l'avenir, sur déjà qu'est-ce qui va se passer le jour où on sera plus là, comment il va progresser, et puis tu as tellement de formes d'autisme. Il nous l'avait dit, tu as un autisme par autiste. C'est un spectre. C'est ça. Donc tu sais pas du tout comment il va se développer, s'il va être autonome un jour. C'est ça, c'est toutes les questions que tu te poses, exact. J'imagine. Et puis aussi sur nous en tant que parents, est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce qu'on va être à la hauteur pour l'accompagner? Est-ce que on va savoir faire? Et donc, c'est là que, en fait, si tu veux, pendant 15 jours, j'ai eu un gros coup au moral. J'avais envie d'être avec les miens. On est resté un peu en mode cocon, famille. J'avais besoin de me ressourcer parce que, en fait, du coup, il y avait un diagnostic d'autisme, mais pour autant, on avait quand même des enfants en bonne santé. C'est ça. Donc, et puis, lui n'avait pas changé le jour du diagnostic. Exactement. Ça restait mon petit Tommy. Et finalement, ce mot ne le définissait pas à part entière. Ça restait un petit garçon, malgré tout, avant l'autisme. Et voilà, il fallait encaisser, en fait. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai besoin d'encaisser, j'accepte, j'accueille. Tu touches le fond, tu te propulses au fond et tu repars. Je reprends des forces et je rebondis. Et c'est vraiment dur comme diagnostic, c'est dur. Parce qu'il y en a plein qui ont dû te dire « Oh, mais c'est une chance, une différence. Il ne sera pas malheureux. » Mais finalement, dans la société telle qu'elle est, c'est pas ce qu'on veut pour notre enfant. On a envie qu'il souffre pas de moquerie. On a envie qu'il soit pas rejeté, qu'il soit inclus parmi les autres. Et finalement, c'est ça qui rend le diagnostic difficile, parce qu'en effet, il sera peut-être pas plus malheureux qu'un autre, peut-être même le contraire, mais de savoir que il sera peut-être pas, certains vont se moquer de lui, qu'il aura peut-être pas des amis, tout ce qu'on construit mentalement quand on fait des enfants. C'est ça qui est difficile. C'est rigolo ce que tu dis, parce que j'ai justement eu un échange sur le fait qu'on entend souvent
une personne, elle souffre d'autisme, et j'ai rectifié, pour moi, il faut faire attention au choix des mots. Pour moi, Tommy ne souffre pas d'autisme, par contre, il souffre d'une société qui n'est pas adaptée, et de gens qui ne sont pas assez informés, à qui je jette pas forcément la pierre, parce que moi, la première, j'y connaissais rien, mais je pense que il faut s'informer, il faut sensibiliser, en parler aux enfants. Les enfants, si dès le plus jeune âge, on leur parle de tout ça, c'est même plus un sujet, en fait. Les choses sont fluides, et je parle là de l'autisme, mais de la différence de manière plus générale et plus globale. Mais ça progresse. J'ai l'impression, là, j'ai le sentiment que dans les classes de mes enfants, justement, il y a des interventions comme celle-là. Ça commence à venir. Oui. Et c'est bien, hein, c'est nécessaire que ça progresse, mais on est encore loin du compte. Ouais, complètement. Dans le regard des gens, c'est dès qu'on dit les mots, c'est il presque est dur, le regard des gens. Ah ouais. Je sais que Steve, ça le touche pas, mais toi, pour l'instant, parce que c'est peut-être encore tout frais. Enfin, finalement, c'est pas si vieux que ça, mais effectivement, le regard des gens. Alors, finalement, Tommy ne s'en rend pas compte, mais oui, je vois que voilà, si on est au restaurant, si on sort, je revois ce petit papy-mamie qui regarde Tommy dans la forêt, il est en train de jouer, de patouiller dans une flaque d'eau, et qui disent à leur petit-fils, tu vois, ça c'est tout ce qu'il faut pas faire. Oh. Et là, du coup, je les ai regardés, j'ai dit, vous savez, mon petit garçon, il est autiste, et je dis, il adore ça. Et c'est OK, vous voyez, il a des bottes, il a une combinaison imperméable, il est équipé, et tu sais, ça m'a fait rire parce que je voyais leur petit-fils qui trépignait d'envie de se faire pareil. Bien sûr, ils adorent ça, les enfants. Avec ses petites chaussures blanches. Pas, les enfants adorent sauter dans les flaques. On est d'accord. Bien sûr. Et c'est vraiment ça. Mais je pense que je vais me forger, et j'espère m'y habituer, mais c'est pas simple. Je ne spoil pas. Je sens que tu vas me dire que ça va me rester, et voilà. Je te laisse découvrir ça, et puis c'est différent pour tout le monde. Ouais. Donc oui, tu es toi quand même assommé par ce diagnostic. Ouais. Tommy, là, donc on n'est pas loin de ses 3 ans, il évolue comment ? Enfin, il parle toujours pas ? Non, il parle toujours pas. Il est propre ? Non, remarque 3 ans de toute manière. Mais même toujours pas aujourd'hui. Hein. Ok. Ouais. Donc 4 ans, il a 4 ans. Il a eu 4 ans le mois dernier, et non, il est toujours pas propre. On essaye tellement de le faire progresser sur d'autres choses que c'est vrai que la propreté, c'est pas trop un sujet pour l'instant. Non, j'imagine que ça viendra, mais... Et puis ça viendra quand il sera prêt, de toute manière, comme quand il s'est lâché pour marcher. Oui, exactement. C'est ça. Mais on bosse pas dessus. Nous, notre fils, on disait que c'était un diesel, en fait. Il avait besoin. Prenez le temps. Prenez le temps pour tout, et puis c'est pas... Voilà. Chaque chose. Mais c'est OK, en fait. Je pense qu'il faut l'accepter. Et on est dans une société où il y a des cases. Et en fait, à tel âge, tu dois marcher. Et en fait, chaque enfant est différent. Tu vois, moi, à l'inverse, Harry, il a parlé très, très tôt. Un vrai moulin à parole. Oui, donc le contraste a dû être... Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu dis, bon, Harry, pour le coup, il se débrouille. Enfin, il a été presque en avance sur ce point-là. Donc, faut pas comparer. Mais voilà, tu vois. Justement, Harry... qui est plus grand, qui donc voit peut-être son petit frère un peu différent. Comment ça se passe pour lui ? Comment il le ressent ? Comment il le vit ? Parce que c'est quelque chose pour les parents, c'est quelque chose pour l'enfant qui est touché par ce diagnostic, mais c'est aussi très important pour la fratrie. Oui. Je crois. Ah c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Alors, Maggie, je pense qu'elle ne se rend pas trop compte encore pour l'instant. Elle prend ses précautions parce que Tommy, vu qu'il parle pas pour s'exprimer, en tout cas, il va peut-être des fois pincer ou donc voilà, si on l'embête ou qu'on prend ses jouets. Donc Maggie en a déjà fait les frais. A compris. Ouais, c'est ça. Des fois, elle passe à côté de son frère, tu sais, elle ferme les yeux, genre, oula, est-ce qu'il va m'arriver quelque chose ? Donc Harry, par contre, comme je te le disais, on est beaucoup dans l'échange, dans la communication. Donc très rapidement, on a expliqué les choses. Oui. Le CAMS a mis à disposition une psychologue justement pour les frères et sœurs. Donc Harry a fait un rendez-vous d'échange et ça s'est très bien passé. Pour autant, c'est quelque chose vers lequel on essaye de tendre et je pense qu'il n'y a pas de règles et c'est cet équilibre en fait. Cet équilibre au sein de la fratrie, d'essayer d'accorder du temps à chacun. Harry est très demandeur. Il peut nous dire parfois vous aimez plus Tommy parce qu'il est handicapé ou des choses comme ça. Il nous l'a encore dit ce week-end. Donc en fait, on est très vigilants. On essaye de faire des temps avec chacun, des petites sorties privilégiées, des choses.
C'est Et ça. il agit comment avec son petit frère? Il est plutôt protecteur, il l'embête. Je pense vu qu'il n'est pas très à l'aise avec les interactions, je pense qu'il aimerait davantage jouer, partager des temps avec Tommy. Mais des fois, de plus en plus, d'ailleurs, j'arrive à surprendre des petits temps de chatouille ou des viens, cours-moi après. Et Tommy il est preneur. le suit? Ah Ouais, oui? ouais. Ah, génial. Donc ça, c'est Donc, il y a chouette. une complicité quand même Ça qui est née. commence à venir, j'ai Il est quand l'impression. même, Tommy, un peu dans l'échange. Il n'est pas complètement dans sa Non. bulle. Je trouve que l'école lui a fait beaucoup de bien là-dessus et ça l'a vraiment ouvert. On le voit, il est moins. Oui, parce que donc, il est entré à l'école. Il est rentré à l'école en septembre dernier. Ouais, Ok. tout à fait. On a eu la chance qu'il intègre ce qu'on appelle une UMA. C'est une unité d'enseignement maternel pour les enfants autistes. En fait, c'est un dispositif avec une équipe pluridisciplinaire qui est au sein d'une école ordinaire. Il a, on va dire, un accompagnement quotidien un peu intensif parce que il y a une orthophoniste, un psychomote. Enfin, il y a toute l'équipe, une psychologue. C'est génial. C'est génial. Et il y a 7 enfants autistes dans le dispositif. Et ils sont dispatchés dans des classes ou ils sont dans une classe à part? Alors, ils ont une classe à part, mais l'idée, c'est d'avoir des temps d'inclusion. Voilà. Alors, sur le temps de cantine et de récré, mais aussi sur le temps de classe. Ok. Et l'idée, c'est qu'il fasse sa maternelle comme ça et de tendre vers le milieu ordinaire avec potentiellement une AESH. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est trop chouette. Il a énormément progressé depuis qu'il Ah est oui. là-bas. Et Ouais. parce que si tu veux, avant qu'il y rentre, donc il avait 4 rendez-vous hebdomadaires. Il y avait donc Karine qui venait à la maison toujours, Julie, sa psychomotricienne, et on avait 2 orthophonistes. Une qui travaillait sur les prérequis à la communication et une autre sur vraiment la communication pure. Elle travaillait main dans la main, on va dire. Mais ça reste 4 heures par semaine. Et même si j'essayais, moi, de faire ce que je pouvais à la maison pour être le relais un petit peu de tout parce que j'assistais à tous les rendez-vous. Oui. L'idée étant de pouvoir reproduire, c'était un peu à la fois des rendez-vous, mais de la guidance un peu parentale pour moi. Pour t'apprendre comment communiquer avec lui. Il y avait peut-être les petites vignettes, les pictos, c'est ça? Vous utilisez ça, Ouais, on a commencé par ça, la communication, avec un classeur PEX. Donc, c'est des pictos, effectivement, où il y a ce qu'on appelle une bande phrase. Et Tommy commençait tout juste à faire sa phrase, du coup, et il nous emmenait la bande phrase pour faire ses demandes. Et là, on a changé d'outil avec la nouvelle orthophoniste. Il utilise ce qu'on appelle un TLA, un tableau de langage assisté, où c'est, par exemple, si tu veux, on en a un pour les demandes du quotidien, pour les repas, et il va pointer sur le fichier encore de l'eau, boire un biberon. Et il s'adapte à ça. Ouais, donc, il a envie de communiquer. Ouais. Il est dans la recherche d'échange quand même. Complètement. Il lui manque les mots. Oui. Mais ça, c'est génial. Il y a l'outil et il y a les demandes physiques, si tu veux. Il a commencé par ça avant d'utiliser un outil. Il venait nous prendre par la main, puis le placard avec les verres pour qu'on lui donne un verre d'eau, ou alors le placard avec les gâteaux apéro. Il savait. Oui, il a commencé à se faire comprendre. Il vient vous solliciter, il sollicite les autres. Ouais. Et à l'école, il s'est fait peut-être des copains ou. Il a Karim, un petit garçon qui est absolument fan de lui et ils sont trop mignons. Qui est autiste aussi. Ouais, il est autiste aussi et du coup, il adore Tommy. Donc c'est génial. Tony, quand il voit Steve arriver le matin, il vient taper à la fenêtre de la voiture. Trop chou. Et il a été invité. Alors mon cœur de maman a explosé. Il a été invité à son anniversaire. Ouais. Oh. Incroyable. Je comprends. Incroyable. J'ai vu ça. Il y avait le numéro de la maman. Je l'ai appelé direct. Je dis, c'est génial. Ah, ça va être génial. Trop mimi, franchement. Donc, il grandit. Il est bien dans ses pompes quand même. Ouais. En ce moment, il est un peu en surcharge. Je pense que d'un point de vue sensoriel, on a encore beaucoup à découvrir et à apprendre. Quelles sont ses difficultés aujourd'hui ? La communication, clairement. Oui. Les interactions, ça commence à venir, mais la com aussi, parce que finalement, il s'est bien saisi du TLA. Moi, j'ai vu une story hier. Ouais, incroyable. J'ai réussi à capter ce moment. En fait, à la base... Tu sais que cette vidéo, je voulais... Parce qu'en fait, il prend la chaise, il prend le panier avec les choupa-choups, et j'avais envie de mettre un truc du genre, il n'a même plus besoin de moi, il se sert. Et en fait, j'ai réussi à capter cette scène où, effectivement, comme tu l'as vu, il pointe la sucette, il vient me chercher déjà par la main pour m'emmener pour que il pointe la sucette, et finalement, non, il me la donne pas à moi, mais il la donne à son frère. Et il répète... oui, puis après il répète merci, quoi. Ouais. Et alors ça, pouf.
Moi, c'est Pom Ça, Pom Girl, un c'est truc une comme victoire ça. énorme. Tu sais qu'on a des canons à confetti à la maison. C'est Je te génial. jure. Alors, ça fait du bruit, donc on n'y va pas parcimonie. Mais j'adore. on donne tout, nous. Mais ouais. Dès qu'il fait un truc, Mais je vais ouais. te dire, c'est... Il doit être choqué. Ah ouais, des fois, c'est complètement crazy. Mais D'ailleurs, parce que chaque petit pas est une victoire immense. ouais, Immense. puis c'est ce que je mettais, tu vois, sur cette petite vidéo là sur les réseaux, c'est que en fait dans une si courte vidéo, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un enfant qui vient faire une demande, il me prend par la main, on voit une interaction avec le frangin, il pointe Ah ouais. et après il répète. Enfin, je veux dire, c'est waouh quoi. Ah ouais, Et effectivement, il y a que c'est nous, extraordinaire, bien sûr. famille atypique Oui. en fait, et ça c'est une des beautés pour moi de l'autisme. Oui. C'est que Ça crée un lien entre. Non, puis tu vois la ouais. beauté dans Ouais. des petites choses Ah, du mais quotidien. complètement. J'ai des vidéos. Parce que moi, il regardait pas du tout dans les yeux quand il était tout bébé et ça a été compliqué longtemps. Et où je suis en train de me filmer et j'essaye de choper son regard. Alors lui, il fuyait complètement. Et au moment où son regard croise mes yeux, mais tu m'entends hurler de joie. Oui. C'est oui. ridicule. Et Mais- en même temps, je me souviens du sentiment ressenti à ce moment-là. Une C'est explosion. une victoire. Bien sûr. C'est une victoire. T'as chopé son regard. Bah oui. Et puis le premier, tous les premiers pas, tout est une Tout a victoire. une saveur. Tu parlais de la saveur par rapport à la grossesse quand tu as C'est galéré. Bah là, c'est que Ouais. quand tu travailles sur une compétence ou sur quelque chose, sur un comportement et que d'un coup, il est Ouais. waouh quoi. C'est... Oui, parce que tout ce que vous souhaitez, vous, en tant que parent, finalement, c'est qu'il soit assez autonome pour échanger avec les autres. Oui. C'est ça. Bah, en fait, si tu veux, moi, il y a quelques mois, tu m'aurais demandé ça, je t'aurais dit, j'espère vraiment qu'il va parler. Oui. Et en fait, j'ai complètement évolué sur la question. Moi, je veux juste qu'il se fasse comprendre. C'est ça. Comment tu as vois évolué, toi Moi, je veux depuis, qu'il communique, en fait. ouais. Je veux qu'il apprenne à communiquer, à se faire comprendre pour pas être dans la frustration et dans la difficulté. Tant qu'on trouve un outil, bien sûr, j'aimerais qu'il parle, mais tu vois, je m'en ferais pas non plus. Je me mets pas martel en tête en me disant, ouais, ce sera vraiment... S'il parle pas, c'est OK, en fait. Et toutes les questions qui te rendaient anxieuse Oui. juste après le diagnostic et tout, comment tu as évolué sur ça aussi T'en es où aujourd'hui? Tu as toujours de l'anxiété, j'imagine? Ouais, toujours anxieuse. Tu vois, je me pose déjà, je suis déjà beaucoup dans la projection de après l'UMA. Tu vois, je pense déjà à ça parce que tu as le même dispositif qui existe En CP, à l'école pour le primaire. Ok. Ça s'appelle UEEA, sauf que nous, on n'en a pas chez nous en Vendée. Donc, tu vois, nous, on est dans l'optique avec Steve. Demain, s'il faut déménager, on déménagera. Mais j'ai tellement besoin d'être fixée. Tu sais, j'ai besoin de ça pour me rassurer. Mais au final, c'est ce que me dit l'équipe. Et voilà, ils n'ont pas de boule de cristal, en fait. On peut pas savoir comment Tommy C'est va ça qui est progresser. dur. Ben ouais. C'est Donc, faut prendre difficile. son mal en patience. J'avais un psy qui m'avait dit, à juste titre, mais pour aucun enfant, en fait, même oui. un enfant neurotypique, Oui. vous pouvez pas savoir de quoi est fait demain. Et il m'avait dit cette phrase que j'avais trouvée très violente sur le coup. Il peut avoir une leucémie et mourir aussi. Oh, mon Dieu, quelle angoisse. Mais sur le coup, j'avais dit, mais c'est hyper violent. Et en même temps, je vois ce qu'il veut dire. Oui. C'est-à-dire que non, on peut pas se projeter, sans doute moins que pour un enfant typique, Oui. mais finalement, on peut jamais se projeter dans la vie. Oui, c'est donc, ça nous apprend aussi à lâcher prise, je Je crois. ne sais pas faire. Non, moi non plus. J'ai vraiment du boulot. Cette phrase était pourrie parce que je ne sais pas faire non plus. Ouais, mais c'est pas mais facile. c'est un sujet et je sais que je dois bosser dessus. Mais c'est-à-dire que j'arrive tu n'as pas en le fait. choix. T'as pas le choix. Et puis, tu as vu déjà, tu as évolué sur tes désirs. Oui. Tu voulais qu'il parle, puis maintenant, c'est plus tellement important. Oui. Tu as évolué sur tes angoisses. Donc, finalement, c'est aussi apprendre à lâcher prise. En fait, il y a une forme d'acceptation. On parle beaucoup... Enfin, j'ai vécu ça comme un peu les étapes d'un deuil, si tu veux, quand on a eu le diagnostic. J'ai vraiment eu ce sentiment d'injustice, de tristesse, de colère. Ouais. Mais vraiment, j'en voulais à la terre entière, alors que c'est la faute de personne, en fait. Oui, Culpabilité aussi Ouais. envers moi. Tu sais, on a parlé du stress généré par le décès de ma grand-mère. Donc, en fait, tu penses à tous ces trucs et tu Bien te dis à sûr, quel mais- moment est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que, au final, après, t'avances et tu Oui. dis, écoute, mon fils, il est très beau comme ça. Mhm. Je l'aime comme ça. Pas que je pleure. Et en fait, oui, la différence est une richesse. Ça va pas être simple. Il faut pas minimiser les défis quotidiens parce qu'il y en a. On va pas se mentir. Pour autant, on va se retrousser les manches. Et qu'est-ce qu'on... En fait,
voilà, c'est s'armer de compétences, essayer d'en apprendre le plus possible pour le mettre dans une posture de confort, de bien-être. Qui grandisse le mieux possible, en fait. Ouais, c'est ça. au mieux, oui. C'est ça. Ouais. Effectivement, comme tu dis, le lâcher prise, t'as pas le choix parce qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Et t'as pas... voilà, tu auras beau te mettre dans tous les états possibles et inimaginables. Tu sais que quand j'ai attendu la réponse pour l'UMA, parce que donc c'est sur commission, les dossiers, j'ai fini à 18 de tension. Je te jure, le médecin m'a dit, mais calmez-vous. Et j'ai eu la réponse. Je me souviens, j'étais en rendez-vous chez la psychomotricienne et je me suis littéralement, mon corps s'est écroulé par terre. C'est vrai, t'as tout lâché. C'était un bonheur parce que pour moi, c'était son démarrage dans sa scolarité qui se jouait. C'est le meilleur moyen d'entrer en scolarité, d'entrer en contact avec les autres aussi. Tout était adapté. C'était pas à lui de s'adapter pour le coup, pour ce démarrage en tout cas à l'école. Enfin, moi, je vois Harry, il est dans une maternelle. T'as 2 classes de 30 enfants. Enfin là, quand je vois les particularités sensorielles et au niveau bruit notamment, tout ce qui le gêne, je me dis mais ça aurait été ultra compliqué. Oui, donc c'est vraiment une chance, une vraie chance qu'on a eue. Mais oui, tout ça pour dire que j'ai vraiment fini. J'étais à fond quoi. Mais oui, le lâcher prise, c'est un sujet. On a envie de tout donner pour faire au mieux. Mais voilà, faut accepter que on peut pas tout gérer en fait. Non. Tout ne nous appartient pas et. Non. Et c'est OK ? Le plus dur, c'est ça, c'est la confrontation avec les autres, en fait, avec la société, avec les autres. Parce que tant qu'ils sont dans notre cocon, avec nous, on les protège et on les comprend. Et voilà, c'est ça, c'est les préparer au monde. Et c'est ça qui est anxiogène parce qu'ils sont quand même sans doute plus fragiles que d'autres. Donc, c'est ça qui fait peur. Oui, effectivement, c'est vraiment, je te rejoins complètement, ces sentiments un peu de... leur créer un environnement qui soit à la fois adapté pour pousser à leur bien-être, mais en même temps les faire sortir un peu de leur zone de confort, à la fois pour les faire progresser et à la fois pour que eux s'adaptent, se préparent à la société qui les attend. C'est ça. Parce que la société, elle n'est pas adaptée pour eux. Elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée. Les gens, ils vont en rencontrer de toutes sortes. Exact. Des personnes qui comprendront et qui s'adapteront et d'autres pas du tout. Donc oui, c'est difficile de pas trop les protéger. Mais je crois que c'est nécessaire pour eux, pour qu'ils s'adaptent. C'est pas facile. Ça, c'est les écueils dans lesquels on peut facilement tomber. La frontière est mince. Oui, qu'est-ce qui appartient au trouble et qu'est-ce qui appartient à la facilité, à la fainéantise quelque part, parce qu'ils peuvent aussi, on peut, nous, leur créer tellement de facilité et faire les choses pour eux que ça ne va pas les aider. Donc, il faut trouver le juste milieu entre ça, il n'est pas capable de le faire, donc je ne peux pas le forcer non plus. Et ça, il est peut-être capable, donc je vais le laisser faire. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a cette notion de capacité, il y a aussi cette notion de... Tu vois, en t'écoutant parler, ça me fait penser à... Nous, on essaye autant que possible parce que je trouve que tu vas vite à t'enfermer, en fait, dans ces contextes-là, par confort, parce que il y a des portes qui se ferment aussi, en fait. Moi, je le dis souvent, c'est vrai que quand tu as 3 enfants en bas âge... Des proches en plus, vous avez vécu ça ? Des amis qui s'éloignent un petit peu. Enfin, oui. Parce que peut-être qu'on en parle beaucoup aussi, parce que c'est pas facile de recevoir potentiellement un enfant chez soi qui peut à tout moment faire tomber les verres sur la table. Donc on a tendance, qu'on fait souvent, c'est que quand les amis nous invitent, déjà c'est super cool parce qu'on honore le fait qu'on continue d'être invité, mais souvent on renvoie la balle en disant venez chez nous. Ce sera plus simple et pour nous, parce qu'on sait que s'il y a de la casse, c'est pas trop grave. Et puis lui, il est dans son environnement. Il est dans sa zone de confort. Mais en fait, c'est où est la frontière entre te mettre dans le confort et le confronter pour continuer de normaliser toutes ces sorties, en fait. C'est-à-dire que moi, je l'emmène en course parce qu'en fait, j'estime que tout ce qui est de l'ordre du quotidien, si tu t'empêches de le faire, en fait, ça va devenir extraordinaire et ça va créer de la complication. Mais en même temps, il faut respecter aussi ses particularités sensaux. On s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de comportements d'opposition, mais qui étaient liés, tu vois, sur le parking de l'école. En fait, il y a une effervescence, il y a du bruit, il y a le car. Donc, en fait, maintenant, on aménage. Steve, mon conjoint, arrive sur le parking enseignant 5 minutes avant tout le monde. Parce que, pareil, au niveau des porte-manteaux, avant de rentrer en classe, il y avait 3 classes mélangées. Donc, il se mettait au sol. Il manifeste un comportement un peu explosif depuis quelques semaines.
il est clairement en surcharge. Donc, c'est comment on peut l'accompagner, en fait, là-dedans, comment on peut le préserver. Ça se traduit par des crises, Il est très agité, il est beaucoup plus à fleur de peau dès que sa sœur ou... je sais pas, ce week-end, on a voulu mettre un peu de musique dans la voiture, il s'est bouché les oreilles, il a beaucoup pincé son frère pendant le trajet de voiture, on a fait pas mal de voitures, j'avais un salon professionnel et du coup, il a beaucoup décompensé sur son frère. Sympa. Pas cool, je lui ai dit, t'as pas la place idéale, hein. Là, t'es au milieu, il faudrait presque un minivan, tu sais, pour que Tommy ait une place vide. Mais on essaye de trouver des astuces. Est-ce qu'il faut pas acheter un trampoline? On a une balançoire sensorielle un peu, donc créer du mouvement, essayer de le... Et tu trouves justement, dans tout ça, que ce soit psychologique ou matériel et tout, les ressources, comment tu trouves? Parce que c'est ce qu'on disait, les informations sont difficiles à trouver, mais c'est aussi difficile de trouver d'autres parents avec qui en parler et tout. Où est-ce que... Alors maintenant, il y a des podcasts et il y a plein de choses qui permettent de trouver des témoignages et tout, mais comment tu trouves les ressources? C'est toi qui es allé à la recherche des informations, j'imagine. Alors, ça a commencé déjà par les professionnels, l'équipe pluridisciplinaire autour de Tommy, donc avant l'école et même encore aujourd'hui. Je ponctionne tout ce que je peux, je suis assez curieuse. Je fais des petites formations aussi, des petites formations sur l'alimentation, le sommeil, cette notion de faire tout ce que tu peux en fait pour essayer de l'accompagner. Il y a des vidéos peut-être sur les réseaux, des tutos. Je suis justement, les réseaux m'ont beaucoup aidé aussi, donc les professionnels, les réseaux. J'ai créé un compte parce que j'avais envie de me rapprocher de gens qui vivaient la même chose que nous. Tu te sens seul. C'est ça. Et un peu incompris parfois. À mon époque, il y avait les forums. Ben oui, mais c'est tout ce qu'il y avait. Ça se recoupe. Parce que si tu veux, t'échanges. Tu crées des groupes de parole quelque part. Moi, j'échange régulièrement avec des mamans. Et c'est chouette, en fait, on se suit les progrès mutuels, on se donne des tips. Des fois, je fais des petits sondages, je pose des questions. Est-ce que vous avez des astuces pour aider à donner un médicament, justement, par rapport au sommeil, tout ça. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi... Karine, la personne dont je parlais avant, l'éducatrice spécialisée, a donc monté une association avec une psychomotricienne, Julie, qui a également suivi Tommy. Et en fait, sur cette association, on crée des temps de loisirs pour les personnes autistes, donc les ados, des soirées pizza, des boulots, des trucs. Incroyable. Et des temps de parole entre parents, en fait. On a des moments de répit. Génial. Ah ouais, mais ça... Tu sais, je me revois arriver... Karine, c'est une bénédiction. Ouais. Bah ouais. C'est génial. Il y a des personnes passionnées comme ça, qui vraiment passionnantes, mettent leur énergie au service d'une cause et d'autres personnes. Et ça, c'est rassurant sur la nature humaine, déjà. Ouais, carrément. Oui, parce qu'en plus, elle n'est pas du tout concernée par la neurodiversité, mais pour autant, elle en a fait un cheval de bataille avec Julie. Génial. Et elle se démène, en fait, pour les familles, pour... et donc, ça t'a permis de rencontrer d'autres parents, à Tommy de rencontrer d'autres enfants. Ouais. Et puis, il y a des temps, justement, avec la fratrie. Donc, l'asso privatise 2-3 fois par an, tu sais, un peu des structures, je sais pas si tu connais Royal Kids ou des choses comme ça. Et en fait, elle le privatise. Oui, et du parce coup, que les parents, sinon, il y a la foule. C'est ça. Ils peuvent être pieds nus. Enfin, moi, je sais que Tommy, les chaussettes, chaussures, c'est pas... ça commence à venir, mais c'est compliqué. Donc, du coup, en fait, il y a des bénévoles qui s'occupent des enfants. Et puis, nous, on peut discuter entre parents. C'est trop bien. Ah ouais, super. Et ça, ça donne beaucoup d'espoir aussi. Oui, bien sûr. Parce que nous, Tommy, c'était le plus jeune de l'asso. Donc, quand tu vois les parents te dire « Mais t'inquiète pas, moi aussi, il faisait ça, tu vas voir, ça va changer. » Ou « Ah, moi, il s'est mis à parler à 7 ans. » Tu vois, je me retiens de te dire des choses comme ça depuis tout à l'heure parce que nous, on nous avait annoncé des choses très sombres. Et puis aujourd'hui, ça va super. Enfin, ça va super, évidemment. Il y a les différences qui sont là. Mais franchement, ça va super. Je pense qu'il faut leur faire confiance. Ouais. Ouais. Quand je repense à toutes ces nuits blanches, je me dis, bon, j'aurais pu dormir. Ouais, c'est ça. Avec du recul, bon. J'aurais peut-être pu dormir quelques nuits. Mais je voulais te demander aussi avec Steve, donc tu disais que vous faisiez une super équipe. Ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu des moments différents, enfin des moments où vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde? Parce que ça peut être aussi dévastateur, un diagnostic comme ça, dans une famille. J'entendais l'autre jour... Églantine Émeillé, qui avait son fils atteint d'autisme, qui disait que
dans de nombreux cas, c'était plus de la majorité, mais je me souviens plus du chiffre, le père partait. Oui, bah, je crois que t'es pas loin des... Alors, que le père parte, je sais pas, mais qu'il y ait une séparation, t'es Il y a à une plus de séparation 80-90%. et elle disait que voilà, je crois que c'était dans les 60% Incroyable. de pères qui partaient et la mère se retrouvait à gérer l'enfant autiste seul. Vous êtes, ça vous a, On a cette chance. vous êtes restés soudés en tout cas et vous avez réussi à trouver chacun votre place dans la famille Écoute, et avec Tommy. En fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Steve et moi, on avait déjà vécu un long combat, celui de la C'est ça. PMA. Et du coup, on savait qu'on l'avait surmonté. Le bon partenaire, quoi. Ouais, carrément, ça nous a... Je pense que ça aurait pu mettre à mal plus d'un couple, mais pas nous. Et du coup, non, on est différents en fonctionnement et c'est chouette, on se complète beaucoup. Et puis vous respectez. Ouais, on se respecte, on communique énormément, on échange. Il n'y a pas de chacun est dans son coin, tu sais, tu peux vite t'isoler aussi. Mais non, Steve est quelqu'un de très positif. Donc, moi, pour le coup, qui suis des fois... alors, je suis optimiste aussi, mais des fois, j'ai des moments un peu down parce que des moments où, en fait... T'as envie de déplacer des montagnes, mais il y a des moments où on est humain et on est crevé, en fait. Et il est toujours là pour m'épauler. Il accueille, il accepte, il me soutient. Et puis, il me propulse. Il me donne confiance. Il m'accompagne dans mes projets. Et ça n'a pas de prix. Je trouve que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans solo. Je le vois sur les réseaux. Et je leur tire vraiment mon chapeau parce que quand je vois la fatigue, alors bon, on parle d'autisme, mais c'est vrai qu'avec 3 loulous en bas âge, on va pas se mentir, on est vraiment fatigué, le rythme est dense. Et puis autisme, encore une fois, il y a plein de formes d'autisme différentes. C'est ça. Ça peut être des enfants qui ne dorment pas de la nuit, qui sommeil, hurlent toute la nuit. Hein. C'est ça. Donc tu peux vite être épuisé. Ah c'est ça. Nous, Tommy, il a des réveils nocturnes en fait. Okay. Et c'est pas, il se réveille, il se rendort. C'est que des fois. Alors, c'est pas toutes les nuits, attention. Il est réveillé, c'est la journée. Il peut te faire un 2h-5h, pleine balle. Et sauf que il se rendort à 6h du mat, sauf qu'à 7h, tu le réveilles pour aller à l'école. Et Steve... Ouais. Et avec Maggie, comment ça se passe? Donc, est-ce qu'elle a trouvé sa place? Est-ce que donc tu disais les interactions avec son frère, ça tu nous as dit, mais dans la fratrie, est-ce que avec Harry, Ah oui, avec Harry, ils sont beaucoup, ils sont très connectés tous les deux. Et c'est un sacré petit bout de bonne femme. Tu sens qu'il y a 2 frères devant, donc elle sait se faire entendre et elle prend sa place. Ouais. Vous n'avez pas eu l'inquiétude pendant la grossesse, parce que c'est là qu'ont commencé les inquiétudes et donc tu étais déjà enceinte, c'est ça? Tu es tombée enceinte au moment où tu as commencé à avoir des inquiétudes pour Tommy, où on a commencé à t'alerter sur... J'étais déjà enceinte, effectivement, j'avais pas accouché, la suspicion, tu vois, la suspicion datait de février et Maggie est née fin mars. Si, je vais pas te mentir, c'est... les premières semaines, j'imagine que tu l'as observée. Puis même là, encore aujourd'hui. Ah oui. Elle commence à parler, à dire quelques mots et tout. On voit... Mais tu as toujours ce regard, tu vois. Ce regard, il a changé. Et effectivement, quand on sait qu'il y a de fortes chances, quand il y a un enfant autiste... Le risque est plus élevé. Ouais. D'avoir un neuroatypique, en tout cas, j'en ai déjà parlé dans la même fratrie. Tu la regardes, tu essayes de voir ses interactions, tu décryptes un petit peu, quoi. Et là, tu vois, j'ai rendez-vous demain chez le médecin pour ses 2 ans. Et forcément que... c'est la date fatidique pour Tommy, donc... Je ne pense pas, honnêtement. Elle a un fonctionnement complètement différent. Pour autant... Niveau langage, elle prend son temps, quoi. Mais il y a des mots, donc non. Nous, alors pardon, je ramène, mais parce que c'est vraiment le dernier, donc, qui est arrivé 7 ans plus tard, a mis beaucoup de temps à parler et au début ne comprenait pas non plus ce qu'on disait, donc vraiment comme son grand frère. Et donc on s'est dit, ok, il y a la même chose, même si sur les autres signes c'était pas du tout pareil, lui il regardait dans les yeux et tout. Mais on a consulté l'orthophoniste qu'on avait pour le grand, qui nous a confirmé qu'il y avait un retard important, qu'il ne comprenait pas ce qu'on disait et tout. Et elle a dit, on attend quelques mois, on voit comment ça évolue. Et ça s'est débloqué d'un coup. Et il est totalement typique, neurotypique. Ouais, incroyable. T'as eu cette appréhension-là. Quoi. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'à 2 ans, il ne disait pas un mot, il ne comprenait pas ce qu'on disait. Enfin, on suivait vraiment le même schéma. Et je m'étais mis dans la tête que, ok, pour lui non plus, ça ne serait pas classique. Et si.
Donc, parfois, je ne sais pas à quoi c'est dû. Ça peut pas être... moi, ils m'ont vraiment tous, sauf quelques-uns au tout début, mais rassurés sur le fait que ça peut pas venir de nous, de nos angoisses, de nos blocages. Ça peut pas générer ça. Oui. Mais en tout cas, il peut y avoir des choses sur lesquelles on focalise peut-être davantage. Notre regard est peut-être un peu trop, finalement, dans la vigilance. C'est ça, parce que si ça se trouve, ça arrive à plein d'enfants, juste les parents s'en rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas été sensibilisés à ça. Et donc, après, ça se débloque et tout va bien. C'est ça. Et donc... Tommy, il a des troubles sensoriels, c'est ça. Et donc, ça a été problématique avec les vêtements. Et toi qui as besoin d'être dans la maîtrise et dans l'action, mais tu as finalement transcendé cette histoire et tu en as fait quelque chose d'hyper positif. Je trouve ça fabuleux. Donc, vas-y, raconte-nous. Écoute, tu vois, ça date d'avant son diagnostic. C'était l'été où on était entre les deux et il a commencé effectivement à se déshabiller, à manifester de l'inconfort. On a tout essayé. J'ai acheté des salopettes, des pantalons. Tu supportais pas ce qu'il le serrait à la taille, en fait, c'est ça? après déduction, oui. Je pense que il aimait pas être oppressé, en fait. Et les salopettes, ça marchait, c'est pire, non? Il les enlevait. Ah ouais. Il enlevait tout et du coup on partait à La Rochelle, donc j'avais acheté une combi, tu sais les combis de plage toute large non tu sais les combis un peu anti-UV là. Ah oui, d'accord. Donc plutôt moulante et en fait un poisson dans l'eau mais très légère quoi. Très une seconde fluide peau, quoi. Bien sûr. Incroyable. Donc il a passé, je suis allée prendre il a passé le week-end là-dedans. Ah ben non, toutes les vacances. C'est vrai. Je suis allée acheter une palette, j'ai pas cherché. Et il a passé toutes ses vacances avec. Et quand même, je continue à creuser. Je me suis dit, il y a bien. Donc, en fait, dans notre tête, on se disait, bon, le format combi lui plaît bien. Oui. Combi moulante, ça va. Oui. Et le très légère comme ça. Très légère. Il était bien dedans. Au moins, il n'a pas chopé de coups de soleil. Ah bah non, je veux dire, il dormait même avec. C'est pour te dire. Il était vraiment bien. Tout ce qu'on lui proposait comme alternative, ça générait. Il faisait une crise, genre jusqu'à ce qu'il parvienne à s'extraire du vêtement, quoi. Donc, on a passé notre temps à chercher. Je voyais l'automne pointer le bout de son nez. Et puis, j'en avais marre de le voir dans ses combis un peu tricolores, un peu moche, quoi. C'est pas très esthétique. Après, voilà, on voulait le confort. Mais je voyais l'hiver arriver. Et je me disais, bon, c'est sympa le manche 3/4 et le pantacourt, mais on va retrouver une solution, quoi. Et du coup, j'ai écumé le net. J'ai fait venir une combi d'Australie qui m'a coûté les yeux de la tête. Puis, en termes de qualité, vraiment ah oui, zéro. C'était pas ça. Non, c'était pas ça. Et du coup, j'ai dit, tu sais quoi, j'en ai ras-le-bol. Je vais au magasin de couture. On va emmener la combi de plage. Et en fait, on va tout faire rallonger. Ah ouais. Et on a fait comme ça. J'ai bossé avec une couturière en local. Et je suis allée prendre le tissu. Je lui ai ramené. Elle me dit, OK, je te fais tout ça. Tu as choisi les tissus les plus doux, j'imagine, les plus... je suis restée sur le format lycra. Tu vois, un peu comme le maillot de bain. OK. Et puis, je me suis dit... en fait, avec Steve, à ce moment-là, on se disait, bon... vu le temps que j'ai passé à écumer le net, est-ce qu'on peut pas créer un peu un site qui soit un peu un marketplace des bons plans? Tu sais, j'avais créé donc fin août le compte Insta pour rencontrer des mamans et puis du coup j'ai commencé à partager sur ce sujet et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait d'autres mamans qui étaient en difficulté, qui étaient en galère pour habiller leurs enfants. Donc je me suis dit si on fait pour Tommy, en fait on va faire pour les autres. Et c'est là que la boîte de Pandore s'est ouverte et puis en fait on s'est pas arrêté. C'est-à-dire que du coup, on a commencé. Donc, Tommy a crash-testé plein de formes différentes, plein de tissus différents. C'était chouette parce qu'en fait, à la fois, on lui faisait faire du sur-mesure qui le permettait de l'habiller dans l'instant, mais aussi, ça permettait de nourrir le projet. Donc, c'était super chouette. Et puis après, rapidement, j'ai eu moins envie de porter aussi la même marque, créer un sentiment un peu de clan, de soutien à la neurodiversité. Tu vois, j'avais envie qu'Harry porte la petite veste avec le même écusson multicolore. J'avais envie qu'il y ait cette notion de famille, en fait, de pas mettre Tommy... à part. Pas que Tommy soit à part avec d'une part une pièce que tu vois pas plus que ça. Tu vois sur les petits-enfants, les combis comme ça, mais moins sur des enfants... Et en fait, nous, ça nous a révolutionné notre quotidien parce qu'en fait, il s'est tellement senti... on est sur une pièce monobloc. Donc, en fait, il y a pas de... Ça épouse les mouvements, il est à l'aise, il est... on a rajouté des petites particularités. On aimerait tous vivre dans des trucs comme mais ça. Tu sais que j'ai beaucoup de demandes pour de l'adulte. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Ça finira par venir parce que
ça peut être utile pour d'autres handicaps et puis pour la notion de confort, en fait, pour le côté senso. Depuis le Covid, je crois qu'on est tous en survêt tout le temps chez nous. Ben oui, Et les combis pilou-pilou, tu sais, c'est là, ça. les onesies. C'est ça. Et Ben là, oui. une combi qui va pas te serrer à la taille et tout, c'est... Et les retours sont super, je suis contente parce que tu vois... Et donc, oui, vous avez commencé Ouais. à les commercialiser, vous avez créé un site, récemment, c'est ça? récemment. Ok. Donc, le site a vu le jour début 2024. On a commencé avec des badges. Pareil, je voulais acheter un badge, je suis autiste. En fait, tout ce qui se trouvait sur Internet, c'était en anglais. Du coup, on a créé ça. Et puis, les vêtements. Donc, sont venus les vêtements pour adultes qui sont aussi pour les personnes autistes, qu'il n'y a pas d'étiquette. Et les combinaisons, c'est vraiment le produit qu'on a pensé, développé et fait fabriquer, ce qui fait qu'il arrivait plus tardivement. Et tu vois, on a organisé le shooting là en décembre dernier avec Ah que oui. des enfants autistes. C'était fantastique. Ah, cette mais journée, ça, c'est formidable incroyable. d'avoir pris des enfants vraiment autistes bah. pour représenter des enfants autistes. Le premier shooting, si tu veux, on l'a fait en famille parce que c'était les pièces famille, Oui. tu vois. Mais pour moi, c'était obligatoire Bien que sûr. ce soit. Donc, j'ai fait un petit appel à candidature sur les réseaux. J'ai eu plein de mamans. Tu sais qu'il y a des gens qui sont venus de Paris. On a fait ça à Nantes. Ouais. Et c'était une journée incroyable. Les enfants, Ça devait être j'appréhendais riche. parce que je me suis dit, d'un point de vue senso, c'est quand même... Oui, t'as de la lumière, t'es sur un silo, donc t'as un fond qui est blanc, t'arrives même pas à déterminer le faut être sol patient. Ouais, les projecteurs, faut être patient, Incroyable. Incroyable, c'est une journée... Tu vois, j'en ai les larmes aux yeux. Mais ouais. C'était génial. Oh, Ouais, mais c'est magnifique. Et puis, c'était l'aboutissement, en fait, tu vois. Ça t'a permis de transformer Ouais. ce vécu et d'en faire quelque chose d'hyper positif. Ouais, puis j'ouvrais Et le projet d'aider- aux autres, en fait. D'aider les autres. Je rencontrais toutes ces mamans avec qui j'échange sur les réseaux et de voir l'humain. C'est bien les réseaux, on vend en ligne, mais moi j'ai besoin d'humain, tu vois. Et là, c'était Mais génial. ton parcours a été jalonné de rencontres, de toute manière. Exactement. Je trouve que ça fait beaucoup. Et là, c'est toi qui donnes maintenant à ton tour et qui permet à d'autres. Je me dis, si à notre échelle de parents, on peut aider, ne serait-ce qu'un temps soit peu, d'autres familles comme nous, ça nous a aidés. Et c'est pareil, comme je disais, je trouve que tu dois le savoir aussi, mais les gens sont pas assez informés. Donc, on a lancé dans le cadre du projet, en fait, notre projet pro, c'est 2 missions, c'est les vêtements sensoriels et c'est aussi la sensibilisation. Donc, on a créé des visuels de sensibilisation. On les a mis en ligne en téléchargement gratuit. Ça a été téléchargé des milliers de fois. Ça a été affiché dans des écoles, chez des professionnels de santé. C'est ça. Et du coup, on les vend, donc ils sont en gratuit. Et ça donne les comment agir avec... si tu veux, tu vois un petit garçon avec un casque et il y a un petit ton humoristique, c'est je suis pas ni DJ ni chef de chantier, simplement autiste, tu vois. Et du coup, on met une qu'on arrête de les juger. En fait, c'est ça, on reprend tous les clichés. Il y a oui, je suis neuroatypique et effectivement, ça ne se voit pas parce que il a pas l'air autiste, ça se voit pas. C'est le handicap invisible. Tu vois, on a repris pas mal élevé, juste autiste en fait. Parce que c'est ça aussi, on voit ton enfant faire une crise, les gens se disent... ils jugent. Donc en fait, on a fait un petit sondage, en utilisant nous, notre vécu de parents et ce que les autres familles ont pu nous remonter, et on a pensé ces visuels et ils sont disponibles en clé en main, tu sais, des affiches, flyers, des badges, des stickers, et ils sont disponibles gratuitement. C'est formidable, vous êtes complètement adapté à lui. Ouais. C'est vrai, hein, vous avez adapté toute votre vie à lui, c'est une belle marque d'amour. Hein, je trouve ça très émouvant. Je suis très, très émue par l'histoire. Tu vois, j'ai pas voulu en savoir plus avant. J'étais vite allée voir ton compte hier et je suis très émue par ton histoire. Et non, mais c'est vrai. Moi, j'ai envie de te souhaiter plein de choses. Mais toi, qu'est-ce que tu aimerais pour l'avenir, pour votre avenir, pour l'avenir de Tommy ? Écoute, ou si tu as un message à faire passer, je sais pas. Ouais, j'aurais 2 messages. Le premier pourrait s'adresser aux familles, on va dire neurotypiques, où je trouverais ça formidable qu'on sensibilise davantage. Je dis toujours, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, et si on veut faire progresser la société, il faut dès le plus jeune âge. Alors là, on parle de l'autisme, mais leur inculquer la différence. Pour essayer de transcender ce regard des fois qui peut être un peu inquisiteur, un peu... Enfin, quand on est de l'autre côté, c'est pas toujours agréable de se faire regarder. Donc, je pense que c'est hyper important et ça passera par un apprentissage qui se fera dès le plus jeune âge. Donc, ça, voilà. Et le deuxième, c'est plus pour les familles qui peuvent être...
dans un parcours, je vais essayer de pas pleurer, très sensible, la dame. Non, mais ce parcours est tellement difficile que quand tu te retournes, Ouais, c'est ça. Et je le fais pas souvent de me retourner. J'avance, non, moi. c'est ça. Tu on sais, se il y retourne a pas. une phrase qui me caractérise bien, que j'aime bien dire, c'est, je crois que c'est Einstein d'ailleurs, qui a priori lui-même était sur le spectre, a dit, Oui. c'est, je crois, la vie c'est comme une bicyclette, il faut continuer de pédaler pour pas perdre l'équilibre. Ouais. J'ai peur de pas la dire, mais ça on voit ressemble à ça. On voit bien l'idée. Et en fait, mon dernier message s'adressera aux familles qui, comme nous, peuvent être dans comment dire, cette tempête un peu émotionnelle, d'avoir un diagnostic, peut-être de juste l'avoir reçu et leur dire que qu'il faut qu'ils s'écoutent, qu'il faut qu'ils se fassent confiance, que ça va aller en fait, que la lumière elle vient au bout du tunnel, et aussi les encourager à se rapprocher peut-être des associations avec d'autres parents, de faire des rencontres et de pas s'isoler parce que ça compte en fait, c'est hyper important. Ça compte pour avoir les informations et pour pas sombrer dans l'isolement, ouais. Complètement. Donc voilà. Merci beaucoup. Écoute, de rien, merci à toi pour cette très belle rencontre. J'ai passé un très très bon moment et je pense que les auditrices et auditeurs vont passer un bon moment en écoutant ton histoire que je trouve vraiment tellement pleine d'amour. C'est un exemple. Merci. Et je vous souhaite plein de belles choses à toi, à ta famille, à Tommy et voilà. Merci Virginie. Merci beaucoup pour à toi, ton accueil Faye. et ta bienveillance.